Quand on est un entrepreneur, en fait, il y a un peu d'aventure dans ce qu'on est en train de faire. Et donc, c'est vrai qu'il y a 30 ans, on n'avait pas la vision complète de ce que Swissquote allait devenir. Mais on a toujours eu un peu cette passion de l'innovation et un peu cette conviction que la technologie allait changer le monde. Et on voit que c'est vraiment le cas. C'est le meilleur bénéfice de notre histoire qui remplace le meilleur bénéfice de notre histoire de l'année précédente. Donc, on voit en fait que la société est en croissance. Et d'abord, ça sanctionne le mix de revenus qu'on a. Donc, on a une palette de services qui est très, très large. On fait de la banque classique. Maintenant, en Suisse, on offre des services de e-trading sur pratiquement tous les marchés. On a aussi une des meilleures plateformes de Forex. On a développé notre crypto exchange où on liste la plupart des grandes capitalisations de crypto. Donc, on a vraiment investi dans tous les secteurs de l'activité bancaire. Et puis ça, c'est ce qu'on récolte aujourd'hui. C'est un peu ce mix de revenus qui, je dirais un peu quelle que soit la situation à l'extérieur, taux d'intérêt, etc., nous permet de développer notre chiffre d'affaires année après année. Est-ce que tu as des habitudes de tes débuts d'entrepreneur que tu as refusé d'abandonner? C'est l'amitié que je porte pour le cofondateur, donc c'est Paolo Buzzi. Je me suis posé la question hier, j'ai dit où est mon tissu social, et je me suis rendu compte qu'il est principalement dans la société. Tous mes amis, les gens que je fréquente en dehors de la société, ils ont quelque part un lien avec Swissquote. Donc ça c'est quelque chose, un peu ce mix de ma vie professionnelle et de ma vie privée. Alors j'arrive pas à l'abandonner, presque malgré moi en fait, parce que ça fait partie de ma vie. Bienvenue sur Unlocked, le podcast présenté par Swissquote qui donne la parole à celles et ceux qui bousculent les règles et réinventent leur secteur. Il a débuté sa carrière à l'Agence spatiale européenne. Il a ensuite décidé que les marchés financiers, c'était peut-être plus excitant que l'espace. Il a cofondé une banque depuis un bureau à Gland alors qu'Internet n'existait presque pas. Plusieurs dizaines d'années plus tard, il dirige toujours la même entreprise, sauf qu'elle pèse désormais 89 milliards d'actifs. Notre invité aujourd'hui, c'est Marc Burki, bonjour, cofondateur et CEO de Swissquote, l'homme qui a convaincu près de 700 000 investisseurs à travers le monde que leur banque pouvait tenir dans leur poche. Marc, toi et ton associé Paolo Buzzi, vous lancez Swissquote en 1996 avec une conviction que les marchés financiers ne devraient pas être réservés à une élite. Aujourd'hui, la banque, avec You, que vous venez d'acquérir, gère plus de 89 milliards d'actifs pour près de 1,1 million de clients dans le monde. Est-ce que c'était vraiment le plan depuis le début ou tu as découvert en chemin que tu étais en train de changer quelque chose de beaucoup plus grand? Quand on est un entrepreneur, en fait, il y a un peu d'aventure dans ce qu'on est en train de faire. Et donc, c'est vrai qu'il y a 30 ans, on n'avait pas la vision complète de ce que Swissquote allait devenir. Mais on a toujours eu un peu cette passion de l'innovation et un peu cette conviction que la technologie allait changer le monde. Et on voit que c'est vraiment le cas. Alors introduisons peut-être notre conversation avec 2025, une année de croissance avec une nouvelle dimension. Avec près de 89 milliards d'actifs, comme on disait, sous dépôt, Swissquote est désormais une banque numérique de grande envergure. Qu'est-ce que cela implique? Alors, ça implique beaucoup de responsabilités. C'est vrai que depuis la start-up qu'on était, maintenant une banque qui va devenir banque de catégorie 3 en Suisse. Donc, on est parmi le top 10% des banques en Suisse. Et donc, évidemment, ça amène de la responsabilité. Et puis aussi, en fait, cette proximité avec nos clients qui nous engage à innover, à trouver des nouveaux services qui nous motive à être encore meilleurs. Puis avec près de 8,5 milliards de nouveaux capitaux nets qui témoignent de la solide confiance que nous accordent nos clients, la croissance devient-elle structurelle plutôt que cyclique? Mais elle a toujours été structurelle, en fait. Oui, alors les marchés ont un petit impact à très, très court terme, mais sur le long terme, ce qui a vraiment motivé nos clients à venir chez nous, d'abord, c'est la confiance qu'ils avaient dans l'institution, et puis c'est aussi la qualité des services qu'on apporte. Donc, je me rappelle encore, on était, il y a quelques années, on avait un demi-milliard de nouveaux fonds qui arrivaient tous les ans, et on trouvait ça très bien. On était passé à 1 milliard, et puis ensuite 3 milliards, et aujourd'hui, en fait, on a ce chiffre record de 8 milliards et demi qui est de la croissance purement organique. Donc, il n'y a pas eu d'acquisition en 2025 comme il y a pu y avoir dans les années précédentes. Donc, c'est vraiment un témoignage de confiance dans l'institution, mais c'est de la croissance organique. Et parlons un peu de discipline en matière de rentabilité. Donc le bénéfice avant impôt d'environ 420 millions, il souligne un peu notre levier opérationnel. L'année 2025 a-t-elle été portée par l'expansion des marges, l'optimisation du mix ou par des facteurs favorables du marché?
Alors, pour être tout à fait honnête, donc les 420 millions tiennent compte d'un one-off de 50 millions qui est lié avec l'acquisition à 100% de You. Donc, ça ferait quand même 370 millions de bénéfices. Ça, c'est évidemment un chiffre record. C'est le meilleur bénéfice de notre histoire qui remplace le meilleur bénéfice de notre histoire de l'année précédente. Donc, on voit en fait que la société est en croissance. Et d'abord, ça sanctionne le mix de revenus qu'on a. Donc, on a une palette de services qui est très, très large. On fait de la banque classique. Maintenant, en Suisse, on offre des services de e-trading sur pratiquement tous les marchés. On a aussi une des meilleures plateformes de Forex. On a développé notre crypto exchange où on liste la plupart des grandes capitalisations de crypto. Donc, on a vraiment investi dans tous les secteurs de l'activité bancaire. Et puis ça, c'est ce qu'on récolte aujourd'hui. C'est un peu ce mix de revenus qui, je dirais un peu quelle que soit la situation à l'extérieur, taux d'intérêt, etc., nous permet de développer notre chiffre d'affaires année après année. Il y a donc une résilience des revenus. Au-delà des pics de trading, quels sont les éléments qui soutiennent la solidité récurrente du modèle? À la base, c'est vraiment la croissance du nombre de clients. C'est la première chose qu'on regarde quand on regarde notre année ou qu'on regarde sur le passé. On a deux critères qui sont importants pour nous. C'est le nombre de clients additionnels qu'on arrive à onboarder dans le système, pour prendre un anglicisme, et puis les fonds nouveaux qui sont apportés par ces mêmes clients. Et ces deux chiffres qui sont des éléments clés de notre croissance. Et ils sont en croissance, donc on a une croissance dans la croissance. On n'a jamais eu autant de nouveaux clients qui ont rejoint notre banque en 2025. Et parlons peut-être de l'acquisition de You dont on parlait tout au début dans l'introduction. L'acquisition complète a eu un impact très positif. Sur le plan stratégique, quel est l'avantage d'être actionnaire à 100%? On a commencé cette aventure avec un partenaire très important qui est PostFinance, qui est encore un partenaire de Swissquote dans plein de domaines. C'était important en fait d'asseoir la marque You dans un monde qui est extrêmement compétitif, et ils nous ont apporté beaucoup. Ils ont apporté d'abord une base clientèle qui a rejoint You au départ. Ils ont amené de la notoriété immédiate parce que c'est quand même deux grandes banques en Suisse qui se sont mis ensemble pour offrir un service très innovant dans à une clientèle aussi un petit peu particulière par rapport à notre clientèle traditionnelle. Donc c'était le démarrage avec notre partenaire était très important. Par la suite, pour des raisons de simplification, parce que c'est pas si facile que ça d'avoir un joint venture, même en termes de reporting, dès qu'on a un autre actionnaire dans le mix, évidemment, en fait, ça amène d'autres responsabilités. Donc le fait que ça appartienne à 100% au groupe, maintenant, ça simplifie beaucoup les transactions entre sociétés, et puis ça simplifie l'intégration de You dans le mix de services qu'on offre à nos clients. Donc You, c'est vraiment la banque, la néobanque pour toute une gamme de clientèle qu'on n'arrivait pas encore à acquérir avec nos services traditionnels. Et ces résultats exceptionnels, et aussi avec You qui a été acquis, ne sont pas arrivés par hasard. Ils sont le fruit de choix stratégiques clairs. Justement, parlons de la direction que tu fixes pour 2026, si tu veux bien. Quelles sont les 2 à 3 priorités stratégiques pour 2026? D'abord, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on existe parce qu'il y a eu et il y a encore une révolution technologique. Donc, en fait, on est actif dans un métier qui était très, très traditionnel. Moi, je dis souvent, en fait, qu'on n'a rien inventé en matière de produits financiers. On vend toujours les mêmes produits financiers qu'il y a 50 ans, mais la manière de les vendre ou la manière de les mettre à disposition de nos clients a fondamentalement changé. Alors, c'est assez évident quand on a un téléphone dans les mains. On voit, en fait, qu'aujourd'hui, on utilise les services bancaires depuis un téléphone. Avant ça, on les utilisait depuis une station web. Et puis avant ça encore, on téléphonait à son banquier pour passer une transaction. Donc, il y a vraiment eu, sur les 30 dernières années, une révolution incroyable. Et elle n'est pas prête de s'arrêter parce que maintenant, il y a toute l'intégration de l'intelligence artificielle au service du client. Et là, sur 2026, on a beaucoup de nouvelles solutions qui vont arriver. Donc, on embrasse vraiment l'intelligence artificielle, pas par phénomène de mode, mais pour amener des services nouveaux à nos clients. Et en parlant de nouvelles technologies, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette différenciation qu'on a par la technologie et aussi avec l'intégration de l'IA? Je vais donner un exemple.
qui est un exemple que tout le monde va pouvoir faire dans quelques jours. Maintenant, on va sortir Yulia sur notre application You. Yulia, c'est quoi? C'est un chatbot AI intelligent. Par exemple, on va pouvoir poser la question combien d'argent j'ai dépensé en fast-food sur l'année dernière. J'ai posé la question hier, je suis bêta-testeur de Yulia, et puis la réponse, c'était 210 francs suisses. Et ça, c'est juste un petit exemple anecdotique de ce que le service va pouvoir faire. Évidemment, on va pouvoir poser plein d'autres questions. Combien d'argent j'ai dépensé dans tel secteur? Dans quel produit j'ai investi? Quelle a été ma meilleure performance? Et donc, en fait, on instaure un dialogue qui va au-delà simplement de l'écran et puis du clavier qui était en fait le moyen standard d'interagir avec son service financier. Et ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Il y a le fait d'utiliser des agents intelligents pour répondre aux clients quand ils ont un problème. Ces espèces de agents AI qui vont pas remplacer, mais qui vont complémenter notre call center à Zurich. Et puis, à côté de ça, il y a toute la sécurisation de l'environnement du client. On a beaucoup entendu parler de scams, de fraude, etc. Et nous, on est vraiment à la pointe pour arriver à créer un environnement très sécuritaire pour nos clients. Et tu parles de cette différenciation technologique et de l'IA comme faisant partie des leviers de croissance, hein. Est-ce que tu aurais d'autres leviers de croissance pour 2026? C'est un levier de croissance qui est très important, et puis c'est pas facile pour les banques autres que Swissquote d'arriver en fait à prendre pied dans l'intelligence artificielle, parce que pour le faire, il faut avoir une infrastructure qui est compatible. Et nous, on a le grand avantage, c'est qu'on a développé une grande partie de notre technologie nous-mêmes. Donc, pour donner peut-être un élément en fait qui est frappant, parce que c'est un élément de mesure en fait à quel point notre infrastructure elle est prête pour l'intelligence artificielle. On a aujourd'hui 400 licences GitHub. Qui sont GitHub Copilot, en fait, qui sont des aides au développement. On a 40 licences Claude qui produisent du code d'une manière presque automatique. On a 20 chips H200 de NVIDIA pour arriver à booster notre environnement technologique, et on crée vraiment une infrastructure souveraine en matière d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est quelque chose en fait qui va marquer 2026. Mais à côté de ça, on a tout le reste. On va continuer à développer nos services, toujours dans le sens du client. On récolte énormément de feedback, de choses qu'on pourrait améliorer, de nouveaux services qu'on pourrait amener. Donc, je pense qu'on est en horizontal au niveau des services qu'on offre aujourd'hui à nos clients. On est presque complet. On est presque devenu une banque universelle. Maintenant, en vertical, on doit encore aller dans la profondeur des produits et puis les améliorer. Tu parles d'universalité, ça passe aussi par le développement international, non? À l'international, c'est un peu différent. Donc ici, en Suisse, on fait à peu près tout ce qu'une banque sait faire. Alors, pas toujours tout seul. Parfois, on a des partenaires. Par exemple, en matière d'hypothèque, on travaille avec la Banque cantonale de Lucerne. On a d'autres partenariats dans d'autres secteurs. Donc, c'est ça un peu aussi être une banque moderne. C'est de créer un tissu de partenariat. Et ça, on le fait très, très bien en Suisse. C'est là où on a le service le plus complet. C'est un petit peu illusoire, en fait, de vouloir attaquer le marché européen avec la même gamme de services, parce que la concurrence, elle est évidemment très, très forte. Et donc, on a choisi, pour l'Europe, on a choisi un segment de clientèle qui est un petit peu différent. Depuis notre banque au Luxembourg, on target ce qu'on appelle des mass affluent. Ce sont des clients qui ont, je dirais, jusqu'à 500 000 voire 1 million d'argent sous dépôt, et qui ne sont pas très bien servis par les banques classiques. Et donc là, on voit qu'on a beaucoup de succès. Et d'ailleurs, l'Europe, en fait, a été vraiment un des piliers de la croissance en matière d'argent frais sur 2025. Et on va pousser dans ce sens-là. Après, on a toutes les autres succursales dans le monde qui se développent bien. L'Afrique du Sud, le Moyen-Orient, l'Asie, ce sont vraiment les hotspots de notre activité. Et tu mentionnais l'environnement concurrentiel. Si je peux juste revenir là-dessus, le secteur de la banque suisse évolue. Où se situe Swissquote par rapport aux banques traditionnelles et aux acteurs de la fintech spécifiquement?
Alors moi, je pense qu'on est toujours une fintech, en tout cas, on est même encore une start-up. Alors pas par l'envergure de ce qu'on est aujourd'hui. On disait tout à l'heure qu'on était devenu une banque de catégorie 3, mais vraiment dans la mentalité des personnes. Et ça, c'est extrêmement important parce que la mentalité start-up, c'est pas simplement la manière dont les gens sont habillés à la cafette, c'est aussi c'est un état d'esprit. C'est le fait de dire, en fait, on est encore une jeune entreprise, on a envie de changer le monde, on a envie d'offrir des services innovants plutôt qu'une entreprise un peu legacy où on se repose simplement sur nos lauriers. Donc ça, c'est très important pour nous de garder cet état d'esprit. Et passons peut-être à un autre chapitre de notre discussion. Ta stratégie, elle se déploie dans un contexte mondial qui, lui aussi, évolue. Et on ne peut pas parler de 2026 sans parler de ce qui se passe autour de nous. Parlons peut-être de l'environnement macro, de la croissance mondiale et géopolitique. Les tensions commerciales, les incertitudes géopolitiques et les divergences des politiques restent prédominantes. Comment ces facteurs non économiques influencent-ils les profils de risque et le comportement des investisseurs de Swissquote? Alors c'est une question très vaste. C'est clair qu'on est presque revenu un petit peu en arrière, hein. On avait l'habitude en fait d'avoir un monde multipolaire qui était basé sur du droit avec les Nations Unies qui était devenu un petit peu le centre de la gouvernance mondiale. Et puis on voit en fait qu'on revient plutôt un retour dans les années 60, dans les années 70 en fait où c'est des jeux de pouvoir avec des grands blocs très puissants qui dictent un petit peu la marche du monde. C'est très très frappant avec ce qui se passe aux États-Unis. C'est aussi frappant avec les autres grands blocs, la Chine, dans les mers chinoises, qui aussi imposent leur volonté. Donc c'est clair que quand on est une entreprise multinationale avec des succursales un peu partout, et on a typiquement à Dubaï, on a des bureaux avec 40 employés, ça change un petit peu la donne, et puis ça change aussi le profil de risque de notre activité en dehors de la Suisse. Donc il faut en tenir compte, et il faut naviguer un peu à vue de temps en temps dans ce monde qui est devenu plus compliqué. Et ce monde aussi, c'est un monde où il y a de l'or et des métaux précieux. Je dis ça parce que la hausse des métaux précieux, parfois extrême ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, suivie de corrections parfois violentes, traduit-elle une perte de confiance dans le dollar ou davantage une combinaison d'inflation, de tensions géopolitiques et d'anticipation de taux? Pour une entreprise comme la nôtre, on voit à quel point c'est important d'avoir un niveau de service qui est extrêmement large. Parce que c'est vrai que tout d'un coup, l'or devient une valeur importante. Et puis si en tant que banque, on n'a pas les outils, on n'a pas les produits pour arriver à servir nos clients, on est plus dans le coup. Donc c'est clair que nous, en fait, que ce soit de l'or, que ce soit des métaux précieux, autres, que ce soit des matières premières comme le crude, en fait, on a tous les produits qu'il faut pour que nos clients puissent investir ou bien protéger leur portefeuille. Donc ça, c'est quelque chose on parlait tout à l'heure de résilience un petit peu dans notre chiffre d'affaires. Donc ça illustre vraiment ceci. On est extrêmement large en matière de produits qu'on peut offrir à nos clients. Et évidemment aussi, en fait, certains de nos clients, ils utilisent du levier pour acheter ces produits. Donc pour nous, ou bien ils prennent des crédits des crédits lombards sur la base des avoirs qu'ils ont chez nous. Donc on a aussi dû beaucoup développer notre contrôle de risque pour que tout se passe dans un environnement sécur pour nos clients, mais aussi pour la banque. Et parlons peut-être de taux d'intérêt aussi. Après plusieurs années d'inflation élevée, des relèvements agressifs des taux, dans quelle mesure est-ce que la phase actuelle de la politique monétaire influencera les perspectives économiques mondiales? Bon, c'est une vaste question aussi. Bon, disons, dans les médias, ça a un effet négatif sur le chiffre d'affaires, où c'est plus compliqué, hein, parce qu'avant, il suffisait d'avoir du cash déposé dans une banque nationale pour pouvoir gagner de l'argent sur les dépôts sans risque. Je dirais, aujourd'hui, on sait que les taux de la Banque nationale suisse sont à zéro. Ils sont même négatifs, en fait, au-delà d'un certain dépôt auprès de la BNS. Donc, il faut utiliser ça. Donc, on a eu, c'est vrai, l'augmentation des taux, mais en définitive, c'était une très, très courte période qui a duré même pas 4 ans, et puis on est à nouveau à zéro. Donc qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Ça, c'est difficile à prévoir.
Et on parlait de technologie et d'IA au sein de l'entreprise, mais j'aimerais savoir d'un point de vue macro, est-ce que l'IA et la digitalisation pourraient devenir un moteur significatif de productivité et de croissance à l'échelle Oui, macroéconomique? oui, massif, massif. On le voit en fait déjà en termes donc la manière aujourd'hui, donc on fait du développement, on écrit du code. Moi quand j'étais à l'EPFL et que j'écrivais du code, quand j'en parle, j'ai l'impression d'être un dinosaure dans le domaine. En fait, quand on va voir aujourd'hui en fait les outils qui sont mis à disposition de nos jeunes développeurs qui nous rejoignent, la facilité avec laquelle on utilise ces outils, l'efficience et puis la rapidité est un phénomène qui est absolument fascinant. On le voit aussi dans notre quotidien en fait. Moi, je pense que l'interaction avec, ne serait-ce qu'avec les emails en fait, les réponses quasi automatiques qui sont proposées par Copilot maintenant de Microsoft. Et tout ça, en fait, va faire partie de notre environnement professionnel. On fait partie déjà et sera encore plus prenant dans le futur. Je pense que si on analyse notre vie professionnelle, on se rend compte qu'on passe peut-être, allez, 25% de notre temps à répondre à des emails. Mhm. Et je suis généreux, encore probablement plus. Et en fait, ça va changer. Je pense qu'on va devenir plus efficace. Et si on va encore une étape plus loin, on aura des agents intelligents qui vont répondre aux clients, peut-être même par la voix, hein. On peut encore regarder le téléphone, mais c'est un agent type robot qui va répondre de l'autre côté. Donc, ça ne veut pas dire en fait qu'on va devoir restructurer la société. Simplement, en fait, que la croissance en termes de personnel va être plus contenue parce qu'on va gagner en efficience. Et tu disais juste avant, tu parlais de sécurité. Et je pense que l'IA ou la technologie qui arrive en ce moment est centrée développement. Alors c'est un peu un équilibre entre opportunités technologiques, mais il y a aussi le côté réglementation. Et comment tu vois ça pour les prochaines années? D'abord, on ne fait pas ça tout seul, hein. On a signé un accord avec l'ETH à Zurich qui est très important pour nous parce que ce sont des chercheurs en fait qui sont évidemment très forts dans leur domaine et on leur demande justement de réfléchir à ce genre de questions. Je te donne un exemple. Jusqu'à présent, en fait, quand on doit vérifier des transactions, ça s'appelle des transactions à risque accru. Ce sont des transactions qui potentiellement portent un risque. Et jusqu'à présent, le déclencheur, c'était vraiment la taille de la transaction. Donc, on avait une espèce de matrice. On disait, si c'est un client de telle typologie, qui vient de tel pays, qui fait telle transaction, si on dépasse un certain seuil, on doit analyser cette transaction. Mais évidemment, c'est une manière un peu statique, elle n'est pas très efficace et on devrait plutôt demander à une intelligence artificielle de nous dire en fait quelles sont les transactions qu'on doit analyser. Et là, on a beaucoup d'espoir dans l'utilisation de ces outils dans l'avenir. Et on a beaucoup parlé de chiffres, de stratégie, des marchés. Mais derrière tout ça, il y a un homme qui a cofondé cette entreprise. J'aimerais terminer en allant chercher l'homme plutôt que le CEO. Est-ce que tu as des habitudes de tes débuts d'entrepreneur que tu as refusé d'abandonner? C'est l'amitié que je porte pour le cofondateur, donc c'est Paolo Buzzi. Je me suis posé la question hier, j'ai dit où est mon tissu social et je me suis rendu compte qu'il est principalement dans la société. Tous mes amis, les gens que je fréquente en dehors de la société, ils ont quelque part un lien avec Swissquote. Donc ça c'est quelque chose, un peu ce mix de ma vie professionnelle et de ma vie privée. Alors j'arrive pas à l'abandonner, presque malgré moi en fait, parce que ça fait partie ça fait partie de ma vie. Ça va être un crève-cœur en fait quand je quitterai la société, parce qu'il y a, je quitte pas simplement un milieu professionnel, mais je quitte aussi un milieu, ou je quitterai un milieu aussi presque familial. Est-ce qu'on pourrait parler de ta motivation aujourd'hui? Avant, tu avais ce côté technologique, tu voulais développer ça, mais maintenant, qu'est-ce qui te motive? Évidemment, c'est la croissance de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose de très prenant, en fait. L'expansion, la construction de notre campus juste à côté ici, en fait, qui avance bien. La relocalisation de nos équipes à Zurich dans ce quartier super trendy à la Josefstrasse. Donc ça, c'est évidemment
pour un entrepreneur de voir l'entreprise se développer, c'est quelque chose de très, très motivant. Ce qui est fascinant en dehors de ça, c'est un peu cette rupture technologique pour la troisième fois maintenant. Donc, il y a eu la première rupture qui est arrivée avec Internet. Il y a eu la deuxième rupture qui est arrivée avec le mobile banking. Et puis maintenant, il y a cette troisième rupture qui arrive avec l'intelligence artificielle. Donc le fait, en fait, d'avoir constamment un espèce de challenge en face et puis de dire ça va changer le monde et puis comment est-ce qu'on arrive le mieux à l'utiliser est quelque chose de super, super fascinant. Et comment est-ce qu'on maintient une culture entrepreneuriale? Parce que Swissquote, c'est avant tout une culture entrepreneuriale, comme tu dis. Comment on maintient ça dans un environnement bancaire réglementé? Je crois que ça vient tout seul. En fait, on pose les jalons au départ et puis en fait, on engage aussi des gens qui nous ressemblent un petit peu. C'est vrai qu'on parlait de famille, c'est vraiment le cas. Malgré le fait qu'on soit dans des environnements super réglementés, on essaye de garder une hiérarchie assez plate avec aussi une simplicité dans la relation entre les gens. Je pense que c'est ça qui fait un peu la différenciation ou ce côté un peu spécial de Swissquote. Et si on pouvait revenir à l'époque où Paolo et toi, vous avez lancé Swissquote, et que tu pourrais te donner un conseil dans le passé, qu'est-ce que ce serait ce conseil? Alors, si j'avais su, il y a plein de choses qu'on aurait évité de faire. En fait, on avait été, à l'époque, quand le franc suisse a été décorrélé de l'euro, bon, ça se remonte à 2015. Donc là, on a eu un hit. Si j'avais su, on pourrait éviter. Alors, ça n'a pas porté à conséquence, mais il y a eu comme ça des événements dans la vie d'une entreprise. Mais c'est juste impossible de créer une entreprise où il n'y a pas à un moment donné des petits hiccups dans la marche des affaires. Je pense que le plus important, c'est que les bases soient solides. En fait, on veut être une banque différente. On veut casser cette image de cette banque traditionnelle, obscure, parfois un petit peu compliquée. Ça, c'était en fait la condition de départ quand on a créé la banque. Et puis, c'est encore le cas aujourd'hui. Marc, merci beaucoup pour cette discussion. J'ai peut-être une dernière question pour toi. Que souhaiterais-tu que Swissquote représente dans 20 ans, au-delà de la performance financière? Je pense, et puis j'espère qu'on sera toujours indépendant. Dans 20 ans, on aura presque 50 ans d'existence. Et puis en fait, si on regarde, il y a peu de sociétés qui ont 50 ans d'existence. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, soit leur modèle périclite, soit parce que dans la plupart des cas, ils se font racheter, avaler, consolider par d'autres groupes. Donc moi, je souhaite en fait que Swissquote soit toujours indépendant. Je pense qu'on est la banque de demain à plein d'égards. On voit qu'il y a des banques très grosses, en fait, tout d'un coup, qui disparaissent du paysage. On peut parler du Crédit Suisse, qui aurait pu penser que le Crédit Suisse disparaissait d'un seul coup. On est un peu le fruit de ça. On est des entreprises nouvelles qui arrivent, qui sont plus flexibles, plus agiles pour s'adapter dans un monde très compliqué. Donc, dans 20 ans, je pense que Swissquote existera toujours. Je le souhaite. On sera toujours indépendant. On sera beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. On sera encore plus solide et on sera peut-être un brand qui sera connu bien au-delà des frontières de la Suisse. Merci beaucoup, Marc. Je voulais encore te remercier d'être venu dans notre podcast Unlocked. Et puis, ça montre aussi l'image de Swissquote, c'est que tu es accessible et on peut te poser des questions. Donc, merci encore. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors, à toi? Alors d'abord, une bonne conférence de presse à venir et puis continuer comme ça sur 2026. On a encore plein d'aventures et de challenges à faire ensemble. Vous venez d'écouter Unlocked, présenté par Swissquote. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez-nous 5 étoiles, partagez-le à quelqu'un qui pense encore que la finance c'est réservé aux experts, parce qu'après ça, il n'aura plus d'excuses. Merci beaucoup et à bientôt. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en
aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SAISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.